il est de coutume de dire de répéter qu'il n'y a pas de théorie de l'État chez Marx, et encore moins chez Engels, au sens où on ne pourrait pas trouver chez eux de, disons, théorie systématique, achevée, cohérente, parfaitement cohérente de l'État et de sa dynamique. Il n'y a pas, dit-on, de théorie de l'État capitaliste, alors même que Marx l'avait annoncé dans son programme de travail. Il n'y a pas non plus de théorie de l'État pré-capitaliste, certains voyant même entre les deux auteurs certaines divergences, notamment quant à l'analyse des origines de l'État. Et d'évidence, il n'y a pas de théorie de l'État, je vais l'appeler socialiste, dans la mesure où l'idée d'un État marxiste ou marxien ou socialiste d'un point de vue marxiste est un non-sens logique, une contradiction dans les termes, dans la mesure où ce qu'affirme Marx et avec lui Engels, c'est l'idée d'un processus de dépérissement de l'État. On y reviendra. Cette difficulté théorique, Marx en a parfaitement conscience quand il explique, notamment dans une lettre à Kugelmann de 1863, que la première partie de sa critique de l'économie politique, donc du livre 1 du Capital, constitue ce qu'il appelle la quintessence, mais, je le cite, le développement de ce qui va suivre pourrait facilement être réalisé par d'autres sur la base de ce que j'ai écrit. Et on sait que, par étapes, Engels publiera les livres 2 en 85 et 3 en 94 du Capital. À l'exception peut-être, ajoute Marx, du rapport entre les diverses formes d'État et les différentes structures économiques de la société. Donc, il y a une difficulté là que pointe Marx dans le rapport de l'État au capital. Il reste que les analyses que Marx et Engels consacrent à l'État sont extrêmement nombreuses, sont presque omniprésentes, dans leurs textes tant théoriques et philosophiques que dans des écrits plus politiques ou historiques, et ce, depuis leurs tout premiers écrits, la critique de la philosophie politique de Hegel pour Marx, la situation de la classe laborieuse en Angleterre pour Engels, jusqu'à leur tout dernier, y compris des correspondances d'ailleurs, la critique du programme de Gotha de Marx, et l'origine de la famille et de la propriété, privée et de l'État pour Engels. En passant évidemment par l'œuvre, le chef-d'œuvre central qu'est le Capital, mais aussi, à mon avis, par des textes qui sont très souvent considérés comme périphériques, mais, je crois, très importants, notamment parce qu'ils sont souvent contemporains ou enjambant, précédant et suivant l'écriture du Capital, des textes qu'il consacre en particulier à la question du colonialisme. On y reviendra aussi. En fait, c'est plutôt à une constellation d'éléments théoriques ou historico-théoriques que nous avons affaire, bien plus qu'à une théorie de l'État, entre guillemets. Ce que fournissent Marx et Engels, c'est non pas la construction d'un objet abstrait, mais un concept et sa critique, un concept critique de l'État qu'ils vont faire varier, qu'ils vont complexifier au fur et à mesure de leurs recherches théoriques, mais aussi, et peut-être surtout, on le verra, qu'ils vont faire varier sous l'effet des événements même, des événements historiques même, et en particulier des luttes pratiques du mouvement ouvrier. D'où un paradoxe fort entre, disons, l'apparence
d'une absence de théorie de l'État, dont l'analyse est en réalité, je l'ai dit, omniprésente dans l'œuvre ou les œuvres de Marx et Engels. D'où cet autre paradoxe de critiques récurrentes, de critiques innombrables contre cette déficience ou cette défaillance théorique, comme beaucoup le disent, qui n'est au fond que la révélation de la richesse assez extraordinaire, je le crois, pour ma part, des éléments théoriques qu'ils fournissent, tous les deux, et en même temps des débats entre marxistes ou marxisants, ou certains auteurs qui sont directement les héritiers du marxisme sans qu'ils en aient ou conscience ou, disons, l'envie de le dire, après Marx et Engels, et surtout grâce à Marx et Engels. Marx part dans ses premiers textes, et d'abord dans la critique de la philosophie politique de Hegel, et dans une série d'articles contemporains des annales franco-allemandes, donc 1843, il part d'un concept d'État qui tient l'État politique pour séparer de la société civile et opposé à elle. Ce concept, bien sûr, est repris de la tradition philosophique classique et il est commun sur des trames axiomatiques assez différentes, bien sûr. Il est commun à trois des grandes sources d'inspiration de Marx, à savoir Rousseau et le socialisme démocratique égalitaire français, d'où vient l'idée d'une association des citoyens pour une participation directe, disons, en participation directe, fondée sur une participation directe à la décision générale. Deuxième source, Adam Smith et l'économie politique britannique, d'où vient l'idée cette fois d'un État que l'on dit encore, disons, un préjugé ou un malentendu, que l'on dit absent ou discret dans l'économie politique britannique. C'est presque tout le contraire. Chez Smith en particulier, l'État a un rôle absolument fondamental dans la construction de ce qu'il appelle la société de marché. Et troisième source d'inspiration, Hegel, bien sûr, le premier adversaire de Marx, qui se construit, qui se forme dans et contre le système hegelien, contre l'idéalisme hegelien, et en même temps le premier grand inspirateur de Marx, à qui il fournit, entre autres, la dialectique, l'historicité et d'autres. Pour tous ces auteurs que j'ai cités, et c'est courant en général, avec évidemment des nuances et quelques contradictions, mais grosso modo pour tous ces auteurs, comme pour le jeune Marx, l'État se définit par sa séparation et son opposition à la société civile. Donc ce qu'explique alors Marx, notamment dans la question juive, c'est que l'État, par-delà la diversité de ses formes institutionnelles, l'État est fondamentalement d'essence démocratique. L'État démocratique est le véritable État, dit-il. La démocratie est donc la vérité de toutes les formes extérieures de l'État. Il dit l'énigme résolue de toutes les constitutions qui peuvent naturellement entrer en contradiction avec cette essence démocratique pour faire de l'État ce qu'il appelle un non-État. La démocratie véritable fait de l'État ce que Marx appelle l'homme objectivé, en faisant, en particulier par le biais du suffrage universel, de tout homme le représentant potentiel de l'autre. En d'autres termes, la démocratie vraie, la démocratie en soi, vérité de l'État, permet de mettre fin à la division
de la société civile, permet de résoudre les contradictions de cette société civile, les conflits individuels, des intérêts individuels. Elle est précisément ce qui permet de réunifier, on a l'opposition idéalisme-matérialisme très clairement affirmée ici, elle est ce qui permet de réunifier la sphère abstraite de la politique et la sphère de la vie concrète du peuple. Et ainsi de former ce que Marx appelle une communauté universelle des hommes, et elle le fait réellement et non pas fictivement comme dans la société bourgeoise moderne, où les droits de l'homme sont le plus souvent utilisés pour masquer les intérêts des propriétaires privés. Donc, dans ces premières études des rapports État politique, société civile, à l'époque bourgeoise, c'est-à-dire à l'époque de la propriété privée et de la concurrence, Marx décrit l'homme comme d'essence véritablement communautaire. Mais il le décrit comme forcé de mener une existence réelle faite d'égoïsme, faite d'individualisme, donc en conflit avec cette essence collective. L'homme est en quelque sorte contraint à une scission interne. C'est, dit Marx, le divorce de l'homme d'avec son être communautaire. Donc on a un homme contraint d'aliéner son être générique, c'est-à-dire en fait de s'en dessaisir et de le projeter dans l'état politique. C'est donc cet état politique, en tant qu'entité extérieure et supérieure, l'une des thèses sur Feuerbach, la troisième thèse sur Feuerbach, parlera d'une société divisée en deux parties dont l'une est au-dessus de la société. C'est cet état, expression de la totalité des citoyens, expression de l'intérêt général, comme on dit, qui rend l'homme conforme à son essence, conforme à sa vraie nature. Mais il le fait, comprenez-moi bien, il le fait de manière illusoire, de manière fictive, de manière irréelle, parce qu'il est une instance abstraite, parce qu'il n'est que l'aliénation de la société civile, qui, elle et elle seule, est réelle. L'État est le produit de la société civile. Donc, Marx, on comprend bien, renverse l'ordre de subordination qu'avait établi Hegel. Pour lui, c'est l'État qui est subordonné à la société. Et en même temps, il est un reflet compensatoire, il est une image inversée de cette société civile, et c'est précisément pour ça qu'il dévoile la nature véritable de la société bourgeoise, laquelle repose sur le conflit, sur les inégalités, sur la recherche du profit, sur la violence des possédants à l'égard des travailleurs. Et c'est sous le vocabulaire de l'aliénation, encore et toujours, que Marx va progresser théoriquement de la critique de la religion à la critique de la politique, donc de Dieu à l'État dans la question juive, vers l'articulation critique de la politique, critique de l'économie. On passe de la critique de la politique à la critique de l'économie, donc de l'État à l'argent, essentiellement autour des manuscrits de 1844, dans les mêmes moments où Marx va passer politiquement, au plan politique cette fois, d'un libéralisme hegelien qu'on peut qualifier de radicalisant, si vous voulez. En gros, dans la période de la Rheinische Zeitung, donc 1842, à un universalisme démocratique dans ce dont j'ai parlé précisément, la critique de la philosophie politique de Hegel, 1843, pour enfin arriver au communisme, 1844, avant de construire avec Engels, à partir de 1845, 1846, 1847, le matérialisme historique. Peu à peu, donc, on comprend que le concept d'État proposé par Marx va se transformer. Et cette mutation s'opère en faisant évoluer
sa pensée d'une conception d'un État, comme on l'a vu, expression aliénée de la société civile et révélant du même coup l'aliénation de l'essence sociale de l'homme, à une conception plus instrumentale de l'État. Là, c'est un passage très fort. L'État sera désormais analysé comme un instrument de classe, né de l'histoire de la lutte des classes, intervenant, agissant puissamment dans la lutte des classes. C'est un État qui devient forme politique d'organisation de la bourgeoisie, laquelle en prend possession, laquelle se l'approprie pour essentiellement assurer l'exploitation du prolétariat. À partir de là, la démocratie ne sera plus vue comme vérité en soi, on en a parlé à l'instant, mais elle sera, cette démocratie, dénoncée comme elle-même représentation idéologique, comme l'idéologie juridique de ce qu'on appelle l'état de droit. Elle sera même vue comme la forme que prend la suprématie politico-économique de la classe bourgeoise dans la société capitaliste moderne pour exploiter les travailleurs. Et cette mutation, cette transformation conceptuelle va trouver son point d'aboutissement dans le manifeste du Parti communiste, donc février 1848. Mais j'insiste là-dessus, vous devez bien comprendre qu'elle s'effectue par étapes, qu'elle opère à travers plusieurs textes tout à fait fondamentaux, dont, au premier rang desquels, à mon sens, arrive l'idéologie allemande, donc 1846-1847. Marx va présenter le résultat de cette évolution tout à fait décisive dans la préface de la contribution à la critique de l'économie politique, donc bien plus tard, 1859, je le lis. Le premier travail que j'entrepris fut une révision critique de la philosophie du droit de Hegel. Mes recherches aboutirent à ce résultat que les rapports juridiques et les formes de l'État ne peuvent être compris ni par eux-mêmes, ni par la prétendue évolution générale de l'esprit humain. Vous avez reconnu la raison dans l'histoire de Hegel. Mais prennent au contraire leurs racines dans les conditions d'existence matérielle, la société civile dont il parle depuis le début. Et que l'anatomie de cette société civile doit être recherchée à son tour dans l'économie politique. Résultat, dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique, donc avec l'État comme instance centrale dans cette superstructure. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Et bien sûr, vous connaissez, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais inversement, leur être social qui détermine leur conscience. Voilà donc l'État qui trouve place dans la formulation du matérialisme historique. Et cette place est située au cœur de la superstructure juridico-politique, laquelle dispose, Marx va y insister, sous des formes différentes, d'une certaine autonomie. Il y aura même, disons, un feedback, si vous me permettez l'expression. Mais cette place, c'est celle d'une subordination et d'une irréalité. Subordination dans la mesure où c'est la base du mode de production qui reste encore et toujours déterminante de toutes les transformations politiques, de toutes les transformations historiques et politiques, avec une détermination qui est, comme chez Hegel finalement, beaucoup plus qu'une causalité, beaucoup plus qu'une, disons, dérivation. Il s'agit véritablement d'une relation
contradictoire, d'une relation de réciprocité contradictoire. Irréalité, j'ai dit, parce que seule la base productive est réelle. Seule la base productive est matérielle. Et seule elle est en rapport avec les forces productives de la société, pas l'État. Pas l'État. Marx affinera cette analyse des liaisons entre base économique et forme politique par l'affirmation d'un effet en retour de la superstructure sur la structure économique. Il dit par exemple au livre 3 du Capital, à propos de la genèse de la rente foncière, je le lis, « La forme économique spécifique dans laquelle du surtravail non payé est extorqué aux producteurs directs détermine le rapport de dépendance. » Je ne suis pas germaniste, mais Anne, je parle sous ton contrôle. Le texte en allemand dit, ça a été traduit par rapport de dépendance, mais le texte allemand dit pardonnez-moi, Herrschaft und Knechtschaftsverhältnis. Il me semble qu'on pourrait traduire par rapport de domination et de Knechtschaft, servitude, suggestion, servitude, disons. Bon, je suis pas germaniste, mais je suis en train de vous dire que je n'ai pas fait de l'allemand pour apprendre Marx, j'étais quand même un peu petit, mais disons que j'ai tenu en allemand aussi pour lire Marx. Alors, il paraît utile des fois, lorsque le texte est écrit en allemand, d'avoir le Dietz Verlag à côté de Berlin, les Marx Engels Werke, et d'aller voir les volumes du Capital, c'est 23, 24, 25 de cette édition-là. Bon, passons, c'est vraiment une... Enfin, je dis ça parce que ce sont des termes, ces termes-là, Herrschaft und Knechtschaft, c'est exactement comme ça que Hegel parle dans la phénoménologie de l'esprit. Donc, ça me paraît quand même important de ne pas perdre les racines philosophiques qui sont celles de Marx. Bon, vraiment, c'est un pardon pour ceux que ça a énervé. La forme économique détermine ce rapport, dont j'ai parlé, j'y reviens pas, tranquillisez-vous, tel qu'il découle directement de la production elle-même et réagit à son tour sur celle-ci de façon déterminante. C'est la base de toute forme de communauté économique issue des rapports de production et en même temps la base de sa forme politique spécifique. C'est toujours dans le rapport immédiat, je crois, entre le propriétaire des moyens de production et le producteur direct, le travailleur, qu'il faut chercher le secret le plus profond de tout l'édifice social et donc la forme spécifique que revêt l'État à une période donnée. Ce qui n'empêche pas, la nuance arrive, ce qui n'empêche pas qu'une même base économique peut présenter sous l'influence d'innombrables conditions empiriques des variations et des nuances infinies que seule une analyse de ces conditions pourra élucider. Bon, on a là, en plus, par-dessus le marché, la possibilité offerte par Marx d'une histoire non linéaire, d'une histoire non déterministe, d'une histoire plurilinéaire, d'une certaine manière, que confirment les Grundrisse en plusieurs passages, que confirme, à mon avis, aussi et surtout ce que personnellement, moi, je considère, et j'ai appelé, vous me permettez de faire cette référence-là, mais bon, la seconde rupture avec Hegel. La première, c'est celle avec l'idéalisme. La seconde, à mon avis, opère très tardivement, entre 1877 et 1881, en gros, une rupture avec cette ligne déterministe, cette trajectoire déterministe d'évolution des formations sociales. Lorsque Marx va, par exemple, dans une lettre à Mikhailovsky, 1877, ou un peu plus tard dans la lettre, et peut-être surtout les brouillons de cette lettre à Vera Zasulich, 1881, à propos de l'Obtsina, du devenir post-capitaliste de la Russie, il va se débarrasser définitivement
définitivement. Vous allez me dire, c'est tard, hein, c'est juste avant sa mort. Mais mieux vaut tard que jamais, parce que pour beaucoup de marxistes, ça a été vu comme une indétermination, une confusion. Pour moi, c'est tout le contraire. Ça ouvre sur une richesse extraordinaire. D'ailleurs, à ce moment-là, Marx travaille beaucoup. Jean a parlé des mathématiques, mais bon, c'est en sociologie naissante, en anthropologie toute naissante aussi. Il travaille sur l'Algérie, il travaille sur beaucoup de pays. Et cette plurilinéarité historique ou historico-théorique, si vous voulez, à mon avis, est l'un des héritages les plus fructueux qu'il nous a laissé. Fermez la parenthèse. En tout cas, ça, je l'ai pas tout à fait fermé, il permet par là même de lever un certain nombre de malentendus ou, disons, de confusions qui ont pu naître, en particulier à la lecture de la préface du livre 1 du Capital, lorsqu'il dit, à un moment, en citant Horace, Dete fabula narratur, c'est de toi dont parle ce récit. Lorsqu'il dit, tu regardes l'histoire de l'Angleterre, tu as ta propre histoire tracée devant toi. Vous voyez ? Bon, ça, c'est fini à la fin de sa vie. Et c'est une rupture absolument fondamentale, très peu soulignée, très peu, par la plupart des marxistes, y compris des plus grands, qui n'ont jamais finalement vraiment considéré, enfin j'exagère, je peux pas généraliser, pardon, disons, qui ont toujours considéré la littérature, par exemple, pour la New York Daily Tribune, comme secondaire, comme périphérique, comme peu intéressante. Non, elle est absolument fondamentale. Les analyses de cas qu'il fait, jusqu'à l'analyse de la guerre civile aux États-Unis, sont à lire avec le Capital, en même temps que le Capital. Bon. Alors, on voit donc maintenant qu'il y a, selon Marx, correspondance entre la structure de la propriété privée de la société civile et la forme qui prend l'État politique. C'est cet État que vont s'approprier les propriétaires privés, et ils vont le faire dans la logique même du mouvement de généralisation à l'État de la propriété privée des moyens de production, des moyens d'échange, des conditions d'existence des hommes. Ceci est explicité par Marx et Engels dès l'idéologie allemande, donc déjà bien avant. Je les cite. C'est un texte absolument magnifique pour les plus jeunes. Difficile de lire ça avant le 15 décembre, mais allez voir un peu quand même. C'est extraordinaire. Ceux qu'en ont laissé la bienveillance et disons la bonté, oui, des souris, comme a dit Marx. Hein. Je les lis tous les deux, Marx et Engels. C'est à cette propriété privée moderne que correspond l'État moderne, dont les propriétaires privés ont peu à peu fait l'acquisition. Du fait que la propriété privée s'est émancipée de la communauté, l'État a acquis une existence particulière à côté de la société civile, en dehors d'elle. Mais cet État n'est autre chose que la forme d'organisation que les bourgeois se donnent par nécessité, pour garantir réciproquement leurs propriétés et leurs intérêts, je crois, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'État national capitaliste, comme dans ce qu'il a appelé plus tard le système interétatique, le système des États sur le marché mondial. Et j'annonce ce qui arrive un peu plus tard. Cette appropriation de l'État par les propriétaires privés va se faire, dit Marx déjà, fondamentalement par des mécanismes économiques et tout spécialement par la dette publique. Ils disent déjà, l'État est entièrement tombé entre leurs mains, des bourgeois, par le système de la dette publique. Donc, on a une collusion des domaines publics et privés, collusion qui va être accentuée dans la lutte des classes en France, 1850. Je le lis, c'est Marx tout seul.
La monarchie de Juillet était une société par action fondée pour l'exploitation de la richesse nationale française, dont les dividendes étaient partagés entre les ministres, les chambres et 240 000 électeurs. Louis-Philippe était le directeur de cette société. Faut lire ça aussi. Évidemment, cette dénonciation de la confusion entre affaires publiques et affaires privées est à lire comme liée au caractère instrumental de l'État, mais aussi, je crois, comme, j'en suis sûr, comme une critique tout à fait radicale du droit lui-même et de l'idéologie juridique. Le manifeste disait du droit en tant que forme générale de réglementation des rapports sociaux qui comprenez bien, qui prend corps dans l'État, qui fait système dans l'État, mais en même temps qui ne se donne à voir que dans l'affirmation de l'égalité et de la liberté juridique des individus, donc dans la négation des rapports de classe. Okay ? Le manifeste disait du droit, déjà, le droit est la volonté de la classe bourgeoise érigée en loi, volonté dont le contenu est déterminé par les conditions matérielles d'existence de cette classe. Dans son commentaire bien plus tardif sur le Capital de Marx, Engels dira « Entre des droits égaux, c'est la force qui tranche ». On a donc clairement une rupture brutale avec les oppositions philosophiques traditionnelles entre droit et force, légitimité et violence, démocratie et dictature, et bien sûr public et privé. L'idéologie juridique bourgeoise fait croire que l'État est neutre, qu'il est universel, qu'il incarne la rationalité, qu'il est au-dessus des classes, alors qu'en réalité, c'est précisément en établissant une distinction formelle, une distinction juridique entre le public et le privé, que l'État trouve le moyen de subordonner tous les individus, qui sont fictivement libres et égaux en droit. Subordonner tous les individus aux intérêts de classe, de la classe qu'ils représentent, de la classe qui en a fait l'appropriation, qui en a pris possession. Donc on a là une extraordinaire mystification de l'idéologie juridique, liée à cette idéologie juridique, laquelle est rendue possible, disent Marx et Engels, dans l'idéologie allemande, parce que les pensées de la classe dominante sont aussi les pensées dominantes. La classe qui dispose des moyens de production matérielle dispose du même coup des moyens de production intellectuelle. Et qui est la première puissance idéologique, demande Engels dans son Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, l'État, encore et toujours. En clair, la forme démocratique bourgeoise de l'État, c'est-à-dire pour eux la dictature de la bourgeoisie, en tant que produit nécessaire de la lutte des classes, est l'instrument qui permet à la bourgeoisie de dominer la société, de s'organiser en classe dominante. La bourgeoisie est organisée en classe dominante dans l'État. Elle n'est organisée en classe dominante que dans l'État politique représentatif moderne. Chapitre 1er du manifeste. Depuis l'établissement de la grande industrie et du marché mondial, la bourgeoisie s'est emparée de la souveraineté politique. Le gouvernement n'est qu'un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. Puis arrive le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852, avec une analyse factuelle, une analyse très détaillée, mais déjà où se combinent toujours histoire et théorie. On va voir Marx maintenant préciser, intégrer ces différents éléments théoriques sur l'État. Un État qui a un contenu de classe, ce qui l'empêche de planer dans les airs, comme il dit. Je vous cite,
Bonaparte représente, donc Napoléon III, si vous voulez, celui qui deviendra Napoléon III. Bonaparte représente une classe bien déterminée, et même la classe la plus nombreuse de la société française. Les paysans parcellaires, c'est-à-dire cette classe spécifique, conservatrice, qui est née avec la Révolution française et qui est venue s'intercaler, en quelque sorte, entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Bourgeoisie qui, comme vous le savez, c'est une rupture tout à fait fondamentale dans l'histoire de France, post-révolutionnaire, une bourgeoisie qui a finalement choisi d'appuyer le représentant de classe des paysans parcellaires. Pour sauver sa bourse, dit Marx. Il dit, pour sauver sa bourse, la bourgeoisie devait nécessairement perdre sa couronne. C'est donc ici, question fondamentale, la question des alliances de classe qui est posée dans ce texte par Marx. Et d'abord, l'alliance de classe, les alliances de classe concernant la classe ouvrière. La classe ouvrière avec la paysannerie. On va retrouver d'ailleurs presque au même moment, un peu avant, 1850, la même problématique de l'alliance de classe au cœur d'un texte que moi je considère comme magnifique d'Engels qui s'appelle « La guerre des paysans en Allemagne » sur Münzer, qui est un texte très très important pour comprendre certaines sources cachées, certaines sources discrètes du marxisme marxien, engelsien, si vous voulez. Je me comprends, mais si vous en voulez plus, on en discutera tout à l'heure ou une autre fois. Parce que c'est délicat. C'est autour de la question de la religion. Münzer, le prophète des révolutions, vous voyez peut-être pour certains à quoi je fais référence. Bon. On a un État aussi qui résout les antagonismes entre les fractions de la bourgeoisie. Qu'il va unifier, bourgeoisie qu'il va unifier. Je lis. La République parlementaire était plus que le terrain neutre où les deux fractions de la bourgeoisie française, légitimiste et orléaniste, la grande propriété foncière et la grande industrie, pouvaient coexister. Elle était, la République parlementaire, elle était la condition indispensable de leur domination commune, la seule forme d'État dans laquelle leur intérêt général de classe pouvait se subordonner à la fois les prétentions de ces différentes fractions et celles de toutes les autres classes de la société. Donc, on a une solution de pacification, d'une certaine manière, pacification des conflits internes à la bourgeoisie, qui est parfois même imposée de force, dit Marx, aux bourgeois. Parce qu'il en va de leur intérêt de classe. Il faut toujours, dit Marx, sauver la bourgeoisie contre l'égoïsme du bourgeois. Il dit ailleurs, à l'esprit malade de commerce, toujours prêt à sacrifier l'intérêt général de sa classe à tel ou tel intérêt particulier. Engels dit, quant à lui, dans Socialisme utopique et socialisme scientifique, l'État est l'organisation que la société bourgeoise se donne pour maintenir les conditions du mode de production capitaliste contre les empiètements venant des ouvriers, rien de surprenant, comme des capitalistes isolés. Contradiction. Donc, on a une bourgeoisie qui prend possession de l'ensemble du pouvoir d'État, dit Marx, renforcée par les élections qui font apparaître sa domination comme étant l'expression de la volonté du peuple. Mais, je pointe à nouveau sous le contrôle d'Anne, je ne suis pas germaniste, mais il faut pointer, je crois, ce fait. De manière générale, pour parler du pouvoir d'État, Marx et, avec lui, Engels, utilisent une constellation de termes qui sont en allemand de sens assez proches et qu'ils combinent au mot État, Staat. Par exemple, Macht, puissance, Herrschaft, dont on parlait tout à l'heure, domination, Übergewicht, hégémonie. Hégémonie, Übergewicht, oui. Vormacht, position dominante, non? Position, situation dominante. Mais surtout, un terme très apprécié par les deux auteurs, qui est Gewalt, qui est un terme qui contient l'idée de contrainte,
mais que Marx et Engels aiment beaucoup utiliser parce que il contient aussi et surtout deux pôles sémantiques opposés en allemand, qu'ils aiment faire jouer de manière contradictoire. D'une part, le pouvoir institué, qui est donc soucieux, qui prétend à la légitimité, et totalement indifférent au processus de légitimation, la violence. La violence, dit Engels, c'est-à-dire le pouvoir d'État. Il dit ça dans Théorie de la violence. Articulé à ce pouvoir d'État, on a aussi le concept d'État attaché, à partir du 18 Brumaire surtout, à celui d'appareil du pouvoir d'État ou de machine, de machinerie. La machinerie d'État avec ses organes, avec ses mécanismes, avec sa bureaucratie que Marx dépeint en des termes sensiblement moins flatteurs que ne l'avait fait Hegel avant lui, où la bureaucratie était rationnelle, raisonnable, compétente. Marx dit de cette bureaucratie qu'elle fait de l'État un corps parasitaire, effroyable corps parasite qui recouvre comme une membrane le corps de la société française et en bouche tous les pores. C'est une caste artificielle à côté des classes de la société. Un vampire qui suce son sang et sa cervelle et les jette dans la marmite d'alchimiste du capital. Cet appareil d'État, il le décrit de manière très précise, cet appareil d'État a sa propre division du travail, ses spécialisations, sa centralisation, dit Marx, qui dispose, dit-il, d'un plan bien réglé, d'un pouvoir d'État dont le travail est divisé et centralisé comme dans une usine. Une usine, on s'en souvient, des années avant, qualifiée de petit État par Engels dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre. Et au-dessus de ça, au-dessus de ce bazar, un voleur, dit Marx, badinguet, le petit Napoléon, Napoléon III. Marx décrit donc maintenant l'État dans ses structures réelles comme une machine que les classes dominantes successives ont conservée. Ça en ferait presque un invariant structurel dans l'histoire des sociétés de classe, mais aussi et surtout qu'elles ont su perfectionner, rendre efficace et toujours plus autonome dans la reproduction des conditions de l'exploitation, avec, vous allez le voir dans un instant, une insistance toute particulière sur le caractère répressif de l'État. Je le lis. Le pouvoir exécutif, avec son immense organisation bureaucratique et militaire, se constitua, en France en tout cas, à l'époque de la monarchie absolue. Napoléon, le vrai, premier, acheva de perfectionner cette machine d'État. Les monarchies légitimistes, et je change un tout petit peu le texte, mais pas le contenu, les monarchies, pour aller plus vite, les monarchies légitimistes et de Juillet ne firent qu'y ajouter une plus grande division du travail, croissante à mesure que la division du travail à l'intérieur de la société bourgeoise créait de nouveaux groupes d'intérêts, donc une nouvelle matière pour l'administration d'État. Enfin, la République parlementaire se vit contrainte, dans sa lutte contre la Révolution, de renforcer par ses mesures de répression les moyens d'action et la centralisation du pouvoir. Ce n'est que sous le second Bonaparte, Napoléon III, que l'État semble rendu complètement, je me souviens plus trop, ou je crois que c'est complètement indépendant, autonome en apparence, disons, et le summum des idées napoléoniennes, c'est la prédominance de l'armée. Cette machinerie d'État est financée par l'impôt. Source de vie de la bureaucratie, de l'armée, de l'Église et de la cour, bref, de tout l'appareil du pouvoir exécutif. Et elle est placée, cette même machinerie, dans la main de ce que Marx appelle l'aristocratie financière. Déjà, oui, l'aristocratie financière, les grands promoteurs d'emprunts et les spéculateurs sur valeurs d'État, tout le monde financier moderne.
Ah oui, déjà, oui. Tout le monde financier moderne, tout le monde des banques est étroitement impliqué dans le maintien du crédit public. Une partie de leur capital commercial est placée avec intérêt dans des valeurs d'État convertibles. Les dépôts, le capital mis à leur disposition, qu'ils répartissent entre les commerçants et les industriels, proviennent en partie des intérêts perçus par les rentiers de l'État. Et bien sûr, on connaît, si, en tout temps, la stabilité du pouvoir d'État a signifié Moïse et les prophètes pour le marché de l'argent et les prêtres de ce marché, n'est-ce pas surtout le cas maintenant où chaque déluge menace d'emporter, avec les vieux États, les vieilles dettes d'État? Plus d'actualité que ça, j'ai pas en magasin. Donc, on a l'État qui se définit comme instrument de la classe possédante pour assurer sa domination sur l'ensemble de la société, on a vu, mieux, État qui est la classe dominante elle-même, unifié dans l'État plus que par l'État, unifié pour exercer sa domination sur la classe ouvrière, c'est-à-dire pour la soumettre, cette classe ouvrière, au procès d'extraction de la plus-value. Parce qu'il n'y a que comme ça que c'est efficace, dit Marx. Engels dit, lui, dans l'Anti-Düring, l'État moderne, quelle qu'en soit la forme, est l'État des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Et c'est précisément pour ça qu'il s'agira, le moment venu, dit Marx, pour le prolétariat victorieux dans sa révolution politique, c'est-à-dire après s'être constitué en parti, après avoir fait la conquête de la démocratie, c'est-à-dire après avoir pris le pouvoir d'État, il s'agira pour le prolétariat, lui aussi, d'utiliser l'État. Mais ça devient compliqué. Il s'agira d'abord, commence Marx, d'utiliser l'État comme un levier, comme un moyen transitoire pour atteindre un objectif autrement plus important, un objectif qui n'est plus politique, mais qui est économique, c'est-à-dire en fait pour lui total, l'émancipation sociale, l'émancipation totale du prolétariat. Je le cite. C'est-à-dire l'abolition du droit de propriété et du régime de production bourgeoise, c'est-à-dire en fait la destruction des conditions de l'antagonisme de classe, utiliser l'État, en fait, pourquoi ? Pour supprimer les classes elles-mêmes. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est très précisément ce que va faire la Commune de Paris, ou tenter de faire, ou commencer à tenter de faire la Commune de Paris. Alors, un point ici, supplémentaire, pardon. Je contrôle l'heure, mais on a encore du temps, si vous m'y autorisez. La classe ouvrière devra aussi utiliser le levier qu'est l'État, parce que, avoue Marx, la forme économique de la lutte des classes, c'est-à-dire la lutte syndicale, est fondamentalement une lutte défensive, une lutte qui est menée sur le terrain du capital, qui est imposée par les conditions du capital, c'est-à-dire une lutte finalement qui ne parviendra pas à transformer radicalement les rapports de production. Il y a, explique Marx dans une série de textes rassemblés dans le livre Salaire, prix et profit, il y a nécessité d'une action politique générale, preuve que dans la lutte purement économique, le capital est le plus fort. Même si, évidemment,
sans arrêt, Marx reconnaît, il n'a pas besoin de le reconnaître, affirme catégoriquement le caractère indispensable de la lutte syndicale, fondamentalement pour mettre un frein au surtravail par la hausse des salaires. Donc ça, c'est une évidence, c'est permanent, disons. Mais, j'insiste sur ce point, il faut, dit Marx, que le prolétariat mène aussi et surtout une lutte qui échappe dans sa logique à la logique propre du capital. C'est-à-dire pour lui une lutte offensive, c'est-à-dire une lutte révolutionnaire. Et c'est cette transformation sociale par laquelle est esquissée la révolution prolétarienne qui doit, in fine, conduire à, avec des guillemets, la formation de la société des travailleurs libres et librement associés. On reviendra là-dessus, parce que ça aussi c'est compliqué. Mais disons pour l'instant, je me limiterai à dire que le prolétariat, dans ses luttes et dans la dynamique même qui l'oppose dans le capitalisme à la bourgeoisie, le prolétariat, dit Marx, aura besoin, comme une condition préalable à son émancipation totale, de se servir de cet instrument d'oppression qu'est l'État. Marx dit, il devra le faire une première et dernière fois, c'est-à-dire user du moyen politique pour réaliser un but qui le dépasse, un but qui est l'objectif ultime, qui est l'objectif total, l'abolition de la condition d'existence du capital, c'est-à-dire l'abolition du salariat. C'est dans cette logique-là que nous nous inscrivons. Alors seulement, dit Marx, sera mis fin à la division de la société civile dont il parlait tout à l'heure, au dédoublement forcé, disons, entre sphère réelle des intérêts matériels et sphère idéale de l'intérêt général, fictivement universel. En clair, la révolution prolétarienne est une réunification de la société. C'est ça qu'il dit. C'est une, je le cite, restitution au corps social des forces jusqu'alors absorbées par l'État parasite, État qui se nourrit sur la société et en paralyse le libre mouvement. On est donc dans le texte de la guerre civile en France, sur la Commune. Et ça rappelle quand même beaucoup des textes très anciens, les premiers textes de Marx, en particulier la question juive, où un Marx finalement assez rousseauiste appelait à récupérer, je le cite, récupérer les forces vives aliénées dans l'État politique. Donc on a une continuité aussi, par-delà toutes ces ruptures, on a une évolution, une transformation, une sophistication de cette conceptualisation de l'État. Je cite maintenant le manifeste, chapitre 2, là, le prolétaire et communiste. La première étape dans la révolution ouvrière est la constitution du prolétariat en classe dominante, la conquête de la démocratie, donc je vous disais tout à l'heure, la prise du pouvoir d'État. Le prolétariat se servira de sa domination politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante. Je relis parce que c'est fort. Enfin, je trouve. L'État, c'est-à-dire le prolétariat organisé en classe dominante. C'est clair. C'est clair. Et pour augmenter au plus vite la quantité des forces productives. Il ajoute: cela ne pourra se faire que par des mesures qui paraissent économiquement insuffisantes. Déjà, il y a des nuances, des mesures qui paraissent économiquement insuffisantes, mais qui, au cours du mouvement, donc victorieux de la Révolution, se dépassent elles-mêmes et sont indispensables comme moyen de bouleverser le mode de production tout entier. Bon, je résume.
les mesures suivantes, différentes dans les différents pays, pourront assez généralement être appliquées. 1. Expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière aux dépenses de l'État. La terre collective. 2. Impôt fortement progressif. Avant la création de l'impôt en France, l'impôt progressif en France, c'est 1914. Donc, redistribution de la richesse sociale. 3, 4, 5, je vous épargne. Centralisation du crédit entre les mains de l'État, aux moyens d'une banque centrale dont le capital appartiendra à l'État en situation de monopole. La monnaie. 6, centralisation entre les mains de l'État de tous les moyens de transport, les infrastructures. 7, multiplication des manufactures nationales, les nationalisations si vous me permettez. 8, 9, 10, éducation publique et gratuite, etc. On reviendra un peu plus tard sur ces mesures parce que il va arriver un moment où Marx et Engels vont devoir les rectifier, disons. Mais ce qu'il faut comprendre avant ça, c'est que cette série de mesures d'ordre économique fait partie d'un ensemble plus large de moyens politiques, de moyens transitoires, qui sont conçus comme transitoires, que le prolétariat doit mettre en œuvre dans son rapport de force victorieux, on l'espère, il l'espère pour être plus neutre, face aux ennemis de la Révolution. Ces mesures, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est un ensemble qui participe de ce que Marx appelle dictature du prolétariat. On a lâché le mot. Dictature du prolétariat qui va répondre coup pour coup à la dictature de la bourgeoisie, c'est-à-dire, je l'ai dit 10 fois, c'est-à-dire à la forme de l'État moderne dite démocratique ou représentative. Témoin, cette lettre de Marx à Weidemeyer, 1852, « Ce que j'ai fait de nouveau, ce fut de démontrer que la lutte de classe conduit nécessairement à la dictature du prolétariat. Et, je passe, que cette dictature elle-même ne constitue que la transition à l'abolition de toutes les classes et à la société sans classe. » Donc, cette transition, ce processus d'abolition, si vous voulez, marque la fin du pouvoir politique en tant qu'organisation d'une classe pour l'oppression d'une autre. Vous vous souvenez peut-être que c'est sur cette problématique que s'achevait le manifeste du Parti communiste, 1848. Et cette même problématique va ressurgir des années après, 20 ans plus tard, en fait, dans l'œuvre de Marx, sous la pression d'un événement historique majeur, d'un événement historique qui, dans son échec, dans sa négativité même, va constituer ce que Marx appelle un pas en avant décisif, un pas en avant d'une portée universelle pour le prolétariat, c'est la Commune de Paris. Commune de Paris, dont Marx va tirer un certain nombre de leçons dans une adresse à l'Association internationale des travailleurs d'Europe et des États-Unis, connue sous le nom de la guerre civile en France, dont j'ai un tout petit peu déjà parlé. L'intervalle qui va séparer ces deux moments de surgissement de cette problématique de la dictature du prolétariat, c'est le temps de la théorisation du capitalisme, c'est le temps de l'écriture du capital, qui est en même temps un temps de complexification du concept d'État pour Marx. Un État dont il va expliciter les fonctions économiques et les expliciter dans le mouvement même de théorisation du système capitaliste. Ces fonctions sont tout à fait cruciales, dit Marx, parce qu'elles assurent le despotisme capitaliste, mais pas seulement. Parce qu'elles assurent surtout, dit-il, la reproduction des conditions de l'exploitation. La reproduction des conditions de la production et d'abord,
en son sein la reproduction de la force de travail. L'État va devoir participer à la reproduction de la force de travail. Le capital, va expliquer Marx, a besoin d'une organisation publique de la bourgeoisie pour prendre en charge une partie de la valeur de la force de travail que les capitalistes ne vont pas rémunérer. L'école, en particulier. La santé, bien sûr. Les services publics, entre guillemets. L'État, c'est un point important pour Marx, va intervenir dans la reproduction du procès de travail par l'institution scolaire qui va agir comme, dit Marx, une organisation, la force spirituelle de la répression. Déjà, on a ça. Okay ? On a le mouvement de caractérisation de l'État, disons, en insistant sur l'aspect répressif de l'État, et en parallèle, on a cette montée de l'importance aussi de la force dite spirituelle de la répression, ou de l'oppression, selon les textes que l'on cite. En clair, il va décrire l'institution scolaire comme lieu où sont appris des savoirs, des techniques, bien sûr, mais aussi la discipline de travail. Marx dit une discipline de caserne, donc, de manière générale, l'assujettissement à l'idéologie dominante. Alors, cette position, elle n'est pas nouvelle chez eux. Cette position sur le système éducatif est déjà, d'ailleurs, présente dès les premiers textes d'Engels, dès la situation de la classe laborieuse en Angleterre. Mais le Capital va approfondir, je cite, « Pour faire une force de travail en un sens spécial, c'est-à-dire en fait pour produire cette marchandise particulière productrice de plus-value, c'est ça qu'il veut dire en fait. Pour faire une force de travail en un sens spécial, il faut une certaine éducation qui coûte elle-même une somme plus ou moins grande d'équivalent en marchandises. Somme qui, je passe, varie selon le caractère plus ou moins complexe du travail. L'État capitaliste va donc devoir intervenir très puissamment, très activement dans la prise en charge de la production de cette marchandise spéciale. Au livre 1 du Capital, Marx analyse l'action tout à fait décisive de l'État en un moment particulier qui est la genèse historique de la production capitaliste. On est donc au chapitre 28 sur l'accumulation primitive. Encore une fois, Anne, on pourra discuter de ça, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que c'est trop le cours d'allemand là. On dirait peut-être accumulation originelle, peut-être, ce serait mieux. Bon, passons. Je vais pas quand même me mettre à faire de la traduction alors que je suis pas germaniste. Il est gonflé. Je lis. La bourgeoisie, donc on est dans le Capital, la bourgeoisie naissante ne saurait se passer de l'intervention constante de l'État. Elle s'en sert pour régler le salaire, entre guillemets, c'est-à-dire pour le déprimer au niveau convenable, par l'instauration d'un salaire maximum légal. Pas minimum, maximum légal. Pour prolonger la journée de travail et pour maintenir le travailleur au degré de dépendance voulu. C'est là un moment essentiel de l'accumulation primitive. Donc on a le rôle de l'État dans la mise en œuvre d'une législation de classe. Législation de classe qui peut être appliquée grâce au Parlement, que Marx qualifie de trade union permanent des capitalistes contre les travailleurs, grâce à tout l'appareil judiciaire, disons, à des juges, dit Marx, toujours empressés de servir les classes régnantes. C'est précisément cette législation de classe qui va permettre d'imposer de force et de faire respecter par la répression d'État l'exploitation capitaliste. Un peu plus loin, vous tenez le coup? J'ai encore du temps. Jean m'a dit que j'avais plus d'une heure. Ça fait à peine une heure. Vous tenez le coup? Bon. Vous aussi, sur Internet? Oui. Il ne faut pas décrocher maintenant. Il n'y a pas de publicité de toute façon. Donc, plus loin,
chapitre 31. Donc on est là dans la genèse du capitalisme industriel, un peu plus tard. Marx va parler des méthodes utilisées par les capitalistes dans l'accumulation primitive. En retour, à nouveau, quelques-unes de ces méthodes reposent sur l'emploi de la force brutale, évidemment, mais toutes, sans exception, exploitent le pouvoir de l'État, la force concentrée et organisée de la société. Cette force qu'il va qualifier ailleurs de accoucheuse de toute vieille société en travail. Une force que Engels, en plusieurs endroits, va qualifier d'agent économique. Même dans des textes sur l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, par exemple, on a à nouveau ça. Afin de précipiter violemment le passage de l'ordre économique féodal à l'ordre économique capitaliste et d'abréger les phases de transition. Et toutes ces méthodes, sous la tutelle de l'État, vont constituer ce que Marx appelle un ensemble systématique. Elles vont faire système. Il parle de quoi? Il parle de tout ça, tout ce que l'on connaît. Le régime colonial, le protectionnisme, le crédit public, la finance moderne, dit-il. Et on peut le dire avec lui. Tout ça, dans un contexte, je l'ai suggéré tout à l'heure, je vais vous le prouver maintenant, ou tenter de le prouver, dans un contexte où il n'écrit pas que le capital. Ce sont des années d'écriture. Il écrit aussi beaucoup d'autres textes, des textes dits secondaires, mais je crois très importants, en tout cas pour moi, pour mon domaine de recherche. Je suis en économie du développement et des choses comme ça. C'est tout à fait important. Il va travailler aussi sur les nations colonisées, les nations opprimées, comme il dit. Et il va affirmer la détermination, dit-il, de toute l'organisation interne des peuples commandée par le marché mondial, avec sa division du travail. Là aussi, il y a une actualité extraordinaire. Avec aussi son système interétatique. Il écrit ça dans une lettre à Annenkopf, à peine plus tard, qui va contraindre ainsi, selon des lois qui les régissent ensemble, les structures productives des nations opprimées, disons, soumises, détruites par la colonisation, à se reconstituer, à se régénérer, dit-il dans certains textes. Bon, mais il faut expliquer ça aussi. Il l'écrit en anglais d'ailleurs. Selon les intérêts stricts des classes dominantes métropolitaines. Là, je vous parle d'un certain nombre d'articles, il y en a beaucoup, écrits en 1853 et autour de cette date dans la New York Daily Tribune. Donc, ils sont rassemblés, en partie, pas tous, mais dans un texte qu'on appelle « Sur le colonialisme » que vous connaissez sans doute. Là, j'insiste là-dessus parce que Marx et Engels vont fournir des éléments, des analyses du rôle de l'État en termes de domination de nation à nation et non plus d'exploitation de classe à classe. C'est-à-dire, on va complexifier l'analyse de classe par une analyse de rapport de domination de nation à nation. Non seulement dans des textes sur les économies du Sud, comme on dirait aujourd'hui, le tiers-monde, comme on disait entre Marx et nous, par exemple des textes sur la domination britannique en Inde, mais aussi sous une forme qui n'est qu'une variante de ce que je viens de dire, au cœur même de l'Europe. Par exemple, lorsqu'il va parler de la division du prolétariat selon un critère du Nord, si vous me permettez l'expression, selon un critère de nationalité, qui va faire, par exemple, se soumettre les ouvriers anglais à l'idéologie raciste, à l'idéologie nationaliste de la classe dominante en Angleterre,
à l'encontre des ouvriers irlandais. Ce sont tous les textes sur l'Irlande qui est à l'époque assez... Engels va y consacrer un livre. C'est un exemple tout à fait fondamental parce qu'il est une fusion, il est comme un concentré des questions nationales et coloniales. L'Irlande étant la première colonie des Anglais, si vous voulez. Je dis ça parce que Marx a même dit, alors ça en général les marxistes on n'aime pas trop qu'on parle de ça. Moi je suis marxiste, ça me plaît, alors je le dis. Il va même aller jusqu'à dire, je le cite, que la révolution en Irlande est le préalable à tout changement social en Angleterre. Ça c'est dans une lettre adressée à Meyer et à Vogt en 1870. On va dire, c'est pas important, c'est comme les textes sur la Pologne. Si c'est important, même s'il y a de l'indétermination, même s'il y a une complexification extrême, il faut regarder ça de près, je crois. C'est très important, très très important aujourd'hui pour refaire vivre, disons, dans nos termes, dans nos réalités, le marxisme comme instrument de combat, comme instrument intellectuel et instrument de lutte. Je mets des nuances, je crie, aussi parce qu'il est vrai que Marx n'a pas, disons, transposé cette idée, vous comprenez, d'une certaine détermination du changement de l'ordre social en Angleterre par un changement dans la formation sociale, disons, périphérique, disons, coloniale ou nationale. C'est très important aujourd'hui, non ? Ça fait quand même un siècle qu'il n'y a plus eu de révolution dans les pays dits du Nord. Alors, on ne peut pas laisser ces idées comme ça, hein ? Comme ça, de côté. Il faut les regarder de près, même si ça fait perdre un peu de temps que je n'avais pas prévu, disons, de dépasser de la sorte. Mais je dis, Marx ne les a pas transposés, ni lui ni Engels d'ailleurs, dans beaucoup d'autres textes qu'ils ont écrits, parfois l'un signant pour l'autre. Par exemple, dans l'article que Marx consacre dans la New American Encyclopedia à Bugeaud, la casquette, c'est Engels qui, je crois ne pas me tromper, a écrit cet article, comme beaucoup sur les questions militaires d'ailleurs, c'est l'affaire d'Engels surtout. Marx ne va pas jusqu'à rappeler cette, disons, ce préalable d'une transformation sociale dans la colonie avant la transformation sociale dans la métropole coloniale. Mais, ni d'ailleurs Engels dans beaucoup d'autres textes, notamment ceux qu'il va consacrer à l'Égypte sous domination britannique, ou dans des lettres, une série de correspondances, notamment celle adressée à Bernstein en 1882. Bon, j'arrête là parce que c'est un sujet, il est possible d'ailleurs que j'y revienne plus tard, parce que je crois que c'est très important. Bon, je vais arrêter pas mon discours, pauvre de vous, mais ce développement-là sur la question du protectionnisme, avec le discours sur le libre-échange dans lequel Marx dit que les politiques étatiques protectionnistes et libre-échangistes sont des armes utilisées par la bourgeoisie, mais des armes complémentaires et non pas exclusives les unes des autres. Encore une fois, pour repenser le présent, on est servi. On retrouve bien évidemment dans le Capital l'idée d'un État tenu par la dette publique, comme moyen permettant à la classe dominante à la fois de tenir l'État dans sa main en contrôlant son financement et en même temps, par l'avance en capital, de permettre d'accélérer l'accumulation du capital. Je cite le chapitre 31 du livre 1 du Capital. La dette publique opère comme un des agents les plus énergiques de l'accumulation primitive. Par un coup de baguette magique, elle doue l'argent improductif de la vertu reproductive et le convertit ainsi en capital.
et le convertit ainsi en capital, sans qu'il y ait pour cela à subir les risques inséparables de son emploi industriel. Les créditeurs publics, à vrai dire, ne donnent rien, car leur principal, métamorphosé en effet public d'un transfert plus facile, continue à fonctionner entre leurs mains comme autant de numéraires. Mais à part la classe de rentiers oisifs ainsi créée, les financiers, que Marx qualifie d'intermédiaires entre le gouvernement et la nation, intermédiaires, pour ne pas dire surplombant, le gouvernement et la nation, par ordre hiérarchique, si je puis dire, la dette publique a donné le branle aux sociétés par action, au commerce de toutes sortes, de papiers négociables, aux opérations aléatoires, capital fictif, dont j'ai parlé ici. Rassurez-vous, j'en rajoute pas une couche. Vous cliquez sur le truc si ça vous intéresse, sur le site du séminaire, pour avoir ma conférence sur la crise la dernière fois. A donné le branle au jeu de bourse et à la bancocratie moderne. Encore d'actualité. Bon, évidemment, on a le rôle, j'insiste pas, mais je pourrais, on a le rôle joué par l'État comme gestionnaire de la monnaie, c'est-à-dire comme instance assurant la reproduction de la monnaie comme équivalent général contre lequel toutes les marchandises peuvent être échangées. Ça, c'est un point tout à fait fondamental aujourd'hui, y compris d'ailleurs dans le mouvement de certains processus révolutionnaires actuels. Vous me donnez encore quelques minutes et on passe aux questions. Marx, je l'ai déjà dit, mais j'y reviens parce que c'est très important pour comprendre l'analyse des contradictions dans le mode de production capitaliste avancé. Marx présente aussi et surtout un État qui peut agir, qui doit agir indépendamment des capitalistes individuels et parfois même contre leurs intérêts immédiats, parce qu'il est conscience de l'exigence de préservation de leur intérêt général de classe, en l'espèce de la nécessité de la reproduction des conditions générales de l'exploitation capitaliste. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a unité de l'État, comme Engels l'avait dit dans l'Anti-Düring. Engels dit ailleurs dans la question du logement, les capitalistes pris dans leur ensemble, c'est-à-dire l'État. Mais aussi, d'autre part, parce qu'il y a de plus en plus, historiquement, si on veut, autonomisation de l'appareil d'État. Marx dit, la machine centrale n'est pas seulement automate, mais autocrate. Ça aussi, c'est d'actualité. C'est-à-dire, l'État n'est pas seulement objet mécanique, il est sujet de pouvoir. Ok ? Il n'est pas seulement réification, il est rapport social. Rapport social. Et c'est précisément pour ça qu'il peut intervenir dans la pacification, dans la résolution des oppositions entre les différentes fractions de la classe bourgeoise, c'est-à-dire des fractions qui occupent des fonctions économiques différentes dans le système général d'exploitation capitaliste. Et enfin, on a l'analyse de la législation de fabrique que l'État va façonner comme une réaction, dit Marx, réaction consciente et méthodique, qui est destinée à quoi ? La législation de fabrique, la loi du travail, le droit du travail. Pourquoi dit-il qu'il est nécessaire ? Eh bien, pour éviter, disons, une destruction pure et simple des forces productives humaines. Comme Marx dit, pour éviter une trop grande transformation de sang d'enfant en capital. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est le travail des enfants à l'époque et le travail des enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de centaines de millions ? De centaines de millions ? Non, de millions. De centaines de millions d'enfants travailleurs au cœur du système capitaliste mondial. Aujourd'hui, au moment où nous parlons,
ici, où nous discutons ici. Enfin, discutons. C'est surtout moi qui discute pour l'instant, mais les questions vont arriver, ne vous inquiétez pas. Okay. Là, pour ceux que ça intéresse, on est dans les chapitres sur la production de la plus-value absolue dans le capital. C'est cette histoire de transformation de sang d'enfant en capital. Donc, on a des mesures qui doivent être adoptées par le capitaliste. Marx dit avec hésitation, avec répugnance, avec mauvaise foi, mais qui sont adoptées par l'État capitaliste. Un droit du travail accepté que l'État contraint les capitalistes à accepter, pour être plus précis, sous la pression de la lutte que le prolétariat, une lutte collective, frontale, de classe que le prolétariat impose à la bourgeoisie. D'accord ? Donc on est là-dedans. Et un peu plus tard, dans les chapitres sur la production de la plus-value relative, Marx va en fait expliquer que cette acceptation se fait sans remise en cause de la domination du système capitaliste, bien évidemment. Elle est même, il le dit en plusieurs endroits, elle est même nécessaire pour concentrer, pour accélérer le processus de concentration du capital. Elle est même nécessaire, dit-il, pour pérenniser l'insécurité de la condition des ouvriers par la pression du chômage notamment. Elle est même nécessaire, dit Marx, je le cite, pour servir de soupape de sécurité de tout le mécanisme social. Le droit du travail permet ça. Survient la Commune de Paris. Et ça, c'est un événement évidemment fondamental aussi parce que il va conduire Marx, avec la guerre civile en France, à faire évoluer encore le concept d'État, à être obligé de faire évoluer encore son concept d'État, pour insister d'abord sur le caractère de plus en plus répressif, coercitif, violent de l'État. Je le cite. Au fur et à mesure que le progrès de l'industrie moderne intensifiait l'antagonisme de classe entre le capital et le travail, le pouvoir d'État prenait de plus en plus le caractère d'un pouvoir organisé aux fins d'asservissement social. Après chaque révolution qui marque un progrès de la lutte des classes, le caractère purement répressif du pouvoir d'État apparaît de plus en plus ouverte. Face à la menace de soulèvement du prolétariat, la classe possédante unie utilisa le pouvoir d'État comme un engin de guerre nationale du capital contre le travail. Donc, on a cette arme répressive, l'armée, la police, et en même temps, Marx n'oublie pas de souligner que s'y superpose un outil spirituel de l'oppression, comme il dit, c'est-à-dire l'instrument purement idéologique qu'est l'Église et l'école, que sont l'Église et l'école. Mais surtout, c'est ça que je voulais vous dire, que je vous ai annoncé un peu tout à l'heure, avant d'en venir à la conclusion, parce que j'entends les bâillements jusque-là, l'expérience de la Commune de Paris va contraindre Marx et Engels à rectifier, entre guillemets, le texte du manifeste communiste, qui a donc été écrit des années avant. Comment ? Bien sûr, les deux, Marx et Engels, continuent d'affirmer que la prise du pouvoir d'État reste l'objectif prioritaire de la révolution prolétarienne. Il est même, dit Marx, le devoir impérieux, le droit absolu du prolétariat. Le manifeste disait, vous vous en souvenez, l'État, c'est-à-dire le prolétariat organisé en classe dominante. Vous vous souvenez ? Je l'ai cité tout à l'heure. Mais il apparaît maintenant, avec la guerre civile en France, un plus, si je puis dire, ou un moins, à vous de voir. Je les cite. La classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle la machine d'État et de le faire fonctionner pour son propre compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prolétariat doit s'emparer du pouvoir d'État, mais pour mieux détruire
l'appareil du pouvoir d'État, lequel est décrit de plus en plus clairement comme répressif. Il doit prendre le pouvoir d'État pour le transformer, c'est-à-dire en fait pour le remplacer par une autre forme politique, pour ne pas dire forme étatique. Il doit le remplacer par une forme prolétarienne. Et c'est très précisément ce que les communards ont commencé à faire. Et ça revient, une dictature du prolétariat, dit Marx, dont la raison d'être est la réalisation, au cours du processus révolutionnaire victorieux, du dépérissement de l'État. C'est ça que j'ai annoncé dès la première phrase. Le dépérissement de l'État, c'est-à-dire le dépérissement à la fois du pouvoir d'État et de l'appareil du pouvoir d'État. Un dépérissement qui est, comme d'habitude, je dirais, les étudiants comprennent bien ça, qui est comme d'habitude pensé sous le vocabulaire de l'Aufhebung, c'est-à-dire du dépassement avec suppression, conservation, typique de Marx et d'une certaine tradition de philosophie dialectique avant lui. Okay ? Voilà ce qu'écrivent Marx et Engels dans la préface qu'ils vont rédiger en 1872 à la réédition du manifeste du parti communiste. Bien que les principes généraux exposés dans le manifeste du Parti communiste, donc qui a été écrit rien moins que 25 ans plus tôt, bien que les principes généraux exposés dans le manifeste du Parti communiste conservent dans leurs grandes lignes toute leur exactitude, il faudrait revoir ça et là quelques détails. Par suite, en fait, à la suite de la Commune de Paris, il ne faut pas attribuer trop d'importance aux mesures révolutionnaires énumérées à la fin du chapitre 2. Vous vous en souvenez, les 1, 2, 3, 10 là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il ne faut pas attribuer trop d'importance aux mesures révolutionnaires énumérées à la fin du chapitre 2. Ce passage serait, à bien des égards, rédigé tout autrement aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la dictature du prolétariat expérimentée par la Commune de Paris a ouvert la voie. Et elle a ouvert la voie en tant que, dit-il, gouvernement de la classe ouvrière, forme politique enfin trouvée qui permettrait de réaliser la libération économique du travail. L'abolition du salariat, l'émancipation totale dont il parle depuis des décennies, dont il parle au pluriel, tous les deux. Comment la Commune a ouvert la voie ? De plusieurs manières. D'abord, par l'instauration du peuple en armes, qui est la condition de tout pour Marx et Engels. Le peuple en armes. Mais aussi par la suppression du parlementarisme et du fonctionnarisme, comme ils disent, lesquels sont remplacés par une stricte soumission, une stricte subordination directe des élus et des fonctionnaires au peuple. C'est donc quelque chose de nouveau qui s'est dessiné avec la Commune de Paris. Et Marx et Engels l'ont parfaitement vu. C'est une forme politique qui est la réalisation d'un État, dit Marx, qui est aussi autre chose qu'un État. Engels dit quant à lui, qui est un non-État. Peut-être que vous vous souvenez que Lénine dira plus tard dans l'État et la Révolution qu'il s'agissait d'un demi-État. Ce n'est pas que de la quantité, c'est une rupture qualitative qu'il y a là. Il ne s'agit plus du même État, on ne parle plus du même État que celui qui précède. C'est quoi ? C'est l'association libre des producteurs dont Marx parlait antérieurement, et nous avec lui. C'est l'administration des choses et la direction des opérations de production, comme dira Engels à sa façon. C'est quoi ? C'est toujours la même chose. C'est ce dont parlaient les manuscrits de 1844, la fin de la politique. C'est-à-dire une forme d'organisation sociale, qui est association libre des producteurs,
qui est aussi appropriation collective des productions, une forme politique, non politique, une forme apolitique d'une certaine manière. Et ce dépérissement, qui, selon eux, a valeur universelle, ce dépérissement est la condition même de la transition à la société sans classe, de la transition au communisme. La condition de cette transition. Alors, cette question de l'État, évidemment, ici, est imbriquée dans celle du parti, mais elle est aussi imbriquée dans celle de l'internationalisme. Nationalisme et internationalisme, totalement imbriqués dans l'esprit de Marx et Engels ici. Internationalisme qui est consubstantiel à la révolution prolétarienne pour eux deux et qui avait, comme on le sait, été expérimenté pour de vrai par la Commune de Paris. J'en ai presque fini, c'est la conclusion maintenant. Il reste une question. Il reste une question que va poser Marx dans sa critique du programme de Gotha. Donc on est en 1875. Il écrit ça très très vite, bien sûr. Mais c'est un texte important. C'est un texte qui est dirigé déjà contre la vision étatiste, la vision lassalienne de la social-démocratie allemande. Social-démocratie, à l'époque, ça veut dire révolution, soyons clairs. Ça veut dire parti révolutionnaire. Mais, comme dit Marx, avec son drelin démocratique. Cette question, c'est celle de la transformation de l'État, de la destruction, création de l'État. Marx dit, dans la critique du programme de Gotha, organisme qui est mis au-dessus de la société en un organisme entièrement subordonné à elle. Transformation de l'un en l'autre. Je vous donne un seul exemple, parce que j'en avais prévu plusieurs, mais il se fait tard maintenant. Marx va écrire à propos de l'école que ce n'est pas à l'État d'éduquer le peuple, c'est au contraire, dit-il, c'est au contraire l'État qui a besoin d'être éduqué d'une manière rude par le peuple. Mais la question que j'évoquais, la question qu'il pose, je la cite, les questions plus exactement. Quelle transformation subira l'État dans la société communiste ? Quelles sont les fonctions sociales qui s'y maintiendront analogues aux fonctions actuelles de l'État ? Ça veut dire quoi ? C'est tout à fait étrange quand même, ces questions. Ça laisserait entendre qu'à côté des organes répressifs de l'État, dont il a parlé sous 1000 variantes précédemment, à côté de ces organes, il y aurait, n'oubliez pas que Marx a dit en même temps, et de manière, on va dire, paradoxale, il a dit que les communards ont succombé parce qu'ils étaient trop gentils. Vous vous souvenez de ça ? Pour ceux qui ont le passage en tête, j'ai plus les termes exacts, mais il dit trop gentils. Les communards ont succombé parce que trop gentils. Donc, il y a de la contradiction même dans le premier des termes que j'évoquais, là, les organes répressifs. Et c'est pour ça qu'il considère aussi, avec Engels, que le peuple en armes est la condition de tout, est le préalable à tout, à la victoire de la Révolution. Mais il y aurait donc, à côté de ces organes répressifs, d'autres fonctions, Marx dit, peu nombreuses mais importantes, des fonctions générales, il les qualifie des fonctions de légitime, des fonctions de production sociale, en fait, qui, elles, seront maintenues. Donc, les organes répressifs devraient être supprimés, les fonctions sociales, de production sociale de l'État, seraient, suggère-t-il, je mets un point d'interrogation, à conserver. Mais alors, derrière cette difficulté se cache une seconde difficulté. Ça voudrait dire aussi, ça laisserait entendre que la société communiste aurait encore affaire à l'État, aux classes, disons, à l'État. Marx dit juste, je le cite, «
Entre la société capitaliste et la société communiste se place la période de transformation révolutionnaire de celle-là en celle-ci. À quoi correspond une période de transition politique? On l'appellerait aujourd'hui transition socialiste, même si en France ça peut prêter à confusion. À quoi correspond une période de transition politique où l'État ne saurait être autre chose que la dictature du prolétariat? Et finalement, il termine, mais ça nous met dans l'embarras en même temps. Le programme, donc le programme de Gotha, le programme du mouvement ouvrier allemand, le programme n'a pas à s'occuper de l'État futur dans la société communiste pour l'instant. Le problème, c'est que Marx n'est plus revenu du tout sur cette question après, sous aucune forme. Donc, à nous de nous débrouiller tout seuls aujourd'hui. Merci.